Bonjour Eric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Je viens vous interviewer sur votre livre avant d'écrire sûrement sur la pièce de théâtre qui va suivre. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire un livre sur Einstein? Je suis fasciné par cet homme qui non seulement a changé notre vision du monde avec sa théorie de la relativité, mais a changé le monde. Parce que cet homme qui paradoxalement était pacifiste a permis, grâce à sa théorie selon laquelle il y a de l'énergie tapie dans la matière, de construire l'arme la plus destructrice au monde, qui est la bombe atomique. Et qu'un grand pacifiste comme ça, qu'un grand humaniste comme Einstein soit à l'origine de ça, et un jour, une nuit, ait écrit au président Roosevelt pour lui dire il faut construire la bombe atomique avant les Allemands, c'est une chose qui me sidère, parce qu'au fond, je retrouve là mes contradictions intérieures, c'est-à-dire que moi aussi, je suis un pacifiste. Mais de temps en temps, je pense que la meilleure manière d'arriver à la paix, c'est de faire la guerre. Malheureusement. Et en fait, c'est ça, en fait, la trahison d'Einstein, c'est plusieurs trahisons. Oui, alors lui-même, il se trahit, entre guillemets, parce qu'il passe du pacifisme à la construction, le projet Manhattan de l'arme la plus destructrice, mais il est considéré pendant tout ce temps-là comme un traître par les États-Unis, puisqu'il est allemand, donc on se méfie de lui, on est en guerre avec l'Allemagne. Et en plus, il a des sympathies de gauche, ce qui fait qu'après la guerre... Il est même communiste, non? Pas vraiment. Enfin, dans le dossier du FBI que j'ai lu, on dit qu'il est communiste, mais c'est des ragots. Lui, elle n'a jamais dit « je suis communiste », mais il était de gauche, et il avait une sympathie pour l'URSS. Et surtout, après la guerre, une fois qu'il y a eu le massacre de Hiroshima et de Nagasaki, il a dit « la bombe ne doit pas appartenir aux États-Unis. Elle doit appartenir aux Nations Unies », ce qui n'était pas idiot. Et quand la bombe russe a éclaté, on a soupçonné Einstein d'avoir transmis les plans et d'avoir rendu ça possible. Donc en fait, il se prend, ou il se considère comme un traître quand il envoie cette lettre à Roosevelt, on est bien d'accord. Je ne pense pas qu'il se vit comme un traître, parce qu'il est totalement convaincu que les principes ne servent que le temps qu'ils sont efficaces. Oui. Donc tout d'un coup, il se dit, maintenant, être antimilitariste, refuser le service militaire, refuser d'aller à la guerre, alors que les Allemands vont déclarer la guerre, ce n'est pas possible. Donc maintenant, il faut se battre. Donc il revient sur son pacifisme, et puis quand il apprend que les Allemands ont confisqué l'uranium des mines de Tchécoslovaquie ainsi qu'au Congo, il comprend que la science allemande est à la recherche de la fusion de l'atome. Et donc là, il se dit il y a urgence, et avec d'autres scientifiques, et au nom de tous les scientifiques, il écrit à Roosevelt pour dire on doit construire la bombe atomique avant les nazis. Et là, il est totalement convaincu. Ce qu'il y a, c'est que la façon dont ça va se passer va lui déplaire profondément. D'abord, il est exclu du projet Manhattan, exactement. Parce qu'il est considéré comme peut-être un pseudo-traître. Oui, un espion, éventuellement. Et puis, ce qui se passe, c'est aussi que Roosevelt ne comptait pas se servir de la bombe, mais Truman, à la mort de Roosevelt, vice-président et devenu président, va se servir de la bombe. C'est là qu'Einstein est trahi finalement. Oui. Là, c'est lui qu'on trahit cette fois-ci. C'est plusieurs trahisons, quoi. On a l'impression qu'il y a des phrases telles que la Troisième Guerre mondiale sera la dernière, ou vous parlez aussi de la paix atomique. C'est une angoisse pour vous, la bombe atomique et la guerre? Oui. Vous savez, après l'explosion d'Hiroshima, il y a eu plein de réactions dans la presse mondiale. Il n'y a que 2 personnes qui ont compris qu'on venait de changer de monde. C'est Camus dans Combat et Einstein dans le New York Times, je crois. Ils ont dit « plus rien ne sera jamais comme avant, car désormais l'homme a le pouvoir de se détruire. Et désormais, s'il y a un équilibre des forces, ça sera un équilibre par la terreur. » C'est fou, hein? Et on est dans ce monde. Oui. Et la proposition d'Einstein qui disait « confions la bombe aux Nations Unies », franchement, aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe au Moyen-Orient, la peur qu'engendre l'Iran en développant les recherches atomiques, etc., me fait vraiment penser que la solution d'Einstein n'était vraiment pas mauvaise. Vous pensez que c'est ce qu'il faut faire? En tout cas, c'est votre solution. Ça nous permet une lecture de notre histoire et de nos vies. Il y a aussi, vous parlez, enfin, on sent l'indifférence du monde face aux horreurs de l'Allemagne, le déni, qui est beaucoup plus simple. Oui. Mais ce déni, on ne peut pas vraiment le reprocher, je dirais, comme
première réaction, c'est-à-dire Hitler faisait de telles horreurs que beaucoup n'arrivaient pas à croire qu'à l'intérieur de la nation la plus cultivée d'Europe, l'Allemagne, il puisse exister une telle barbarie. Et alors, ça c'était un espèce de déni spontané, c'est-à-dire on n'arrive pas à croire que le mal soit aussi fort ancré en l'homme. Et puis il y avait des dénis qui étaient beaucoup plus calculés, et Roosevelt, en l'occurrence, le président des États-Unis, a fait semblant... Oui, vous parlez beaucoup de l'attitude des Américains. Ah oui, il a fait semblant d'ignorer ce qu'on est, oui. le traitement fait aux Juifs jusqu'en 1942. Il a fallu Pearl Harbor pour que les États-Unis rentrent en guerre. Ouais. Et alors vous avez écrit sur toutes les religions, donc on ne peut pas vous reprocher d'être plus... Pourtant je suis plus quelque chose qu'autre chose. Sûrement, mais en tout cas vous avez écrit sur le christianisme, sur le soufisme je crois, oui. Sur le judaïsme et sur le bouddhisme. Donc et plusieurs bouddhismes, le tibétain et le zen. Exactement. Et alors il y a une phrase qui m'a intéressée dans page 37-38 où le vagabond dit « Alors c'est quoi un juif ?» Et Einstein répond « Un destin. Ça cale à la peau des pensées, ça forge le caractère, ça oriente l'intelligence, ça garnit les mémoires. Dès qu'on se rend compte qu'on est juif, il est déjà trop tard. » C'est ce qu'on essaye d'expliquer quand on est juif, et c'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Oui. Comment vous pouvez le réexpliquer? La judéité, c'est vraiment l'appartenance à une histoire. C'est une mémoire, c'est pas forcément une religion. C'est pas une religion. D'ailleurs, dans la pièce, Einstein dit que si Dieu le voyait entrer dans une synagogue, il ne le reconnaîtrait pas. Parce qu'Einstein n'est jamais allé dans une synagogue. Mais sa judéité, elle est là, elle est profonde, elle est l'appartenance à une histoire, à un type d'intelligence. Et puis, Einstein a été sioniste. On m'a dit qu'il était anti-sioniste. Alors non, c'est très intéressant, c'est très complexe. On me l'a dit quand j'ai lu cette phrase, on m'a dit mais il était anti-sioniste. Non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est-à-dire qu'il a été militant sioniste depuis le début du siècle 1900 jusqu'après la guerre. Et après, évidemment, le sionisme a changé de figure, puisque tout d'un coup il y a eu la création de l'État d'Israël, et on lui a demandé d'être le premier président de la République d'Israël. Et il a refusé? Et il a refusé. D'accord. Et alors, on sent aussi l'agrégé de philosophie dans ce livre, parce qu'il y a quand même des phrases merveilleuses sur la vie. La phrase sur le vagabond qui se penche sur le berceau de son fils et qui dit c'est ça qui lui a appris l'amour. Oui, moi je crois que je connais beaucoup d'hommes qui ont appris l'amour. C'est leurs enfants qui leur ont beaucoup appris l'amour. Beaucoup de femmes aussi. Hein. Oui, je connais aussi des femmes qui m'ont dit ça. Et il y a aussi la phrase de fin, la vie, alors elle est dans la bouche d'Einstein, la vie en apparence n'a aucun sens et pourtant il est impossible qu'il n'y en ait pas un. Ça c'est une phrase de Einstein lui-même, moi qui me fascine. Einstein disait aussi que ce qui est incompréhensible, c'est que la nature soit compréhensible. Oui. Il disait que la science finalement arrive par ses formules mathématiques à trouver les lois de la nature et les secrets de la nature, c'est une chose qui lui paraissait incompréhensible. Et c'est presque une chose qui l'amenait vers Dieu. Bon, en même temps, chaque fois qu'on lui parlait de Dieu, il disait « Dites-moi ce que vous entendez par Dieu, je vous dirai si j'y crois. » Mais en même temps, il disait que le physicien, c'était celui qui essaye de trouver les secrets de Dieu. Donc, il y a chez Einstein cette idée que, au fond, tout a un sens, mais qu'il nous échappe. Comme tout l'univers a des formules, mais que pour l'instant, beaucoup de ces formules nous ont échappé. Et donc, il y a cette idée en lui que le monde, en fait, est plein de sens, qu'il y a une intelligence à l'œuvre. Suprême. Voilà. Et que quand l'homme ne comprend pas, ce n'est pas parce que le monde est absurde, c'est parce que l'homme est limité. Donc en fait... Un génie qui dit que l'homme est limité. Oui. Alors lui, quand il dit, tout d'un coup, on l'écoute différemment. Au fond, Einstein fait crédit au monde. Il fait crédit au mystère en se disant, si je ne vois pas de lumière, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est peut-être parce que moi, je ne la vois pas. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi personnellement? Profondément. Profondément. C'est-à-dire que je ne sais rien, mais j'habite l'ignorance avec confiance. C'est-à-dire que quand je ne comprends pas, quand je suis scandalisé, quand j'ai mal, je me dis, il doit y avoir un sens, mais c'est un sens qui m'échappe. Alors on va finir sur le livre, en fait. Vous avez écrit ce livre pour faire passer des idées quand même, je pense que... Oui. Bien sûr. Résumez-nous ce que vous avez eu envie de faire passer. Heureusement que dans un livre, il n'y a pas qu'une idée. Non, mais il y en a tellement d'ailleurs. Voilà, dans un livre, il y a plusieurs idées. Et là, en l'occurrence, dans ce livre et dans cette pièce,
Il s'agit pour moi de plonger à l'intérieur de l'âme d'un grand esprit qui veut améliorer les hommes. Mais pas les améliorer en les castrant, pas les améliorer en leur interdisant des choses, pas les améliorer par des inhibitions, non, mais en développant leur bonté. Einstein était effrayé par les sommes colossales que les États investissaient pour préparer la guerre, pour préparer les esprits à la guerre, la façon d'apprendre l'histoire comme l'histoire des victoires et des défaites, etc. Il dit, si on investissait le même argent à changer le cœur des hommes, à développer l'altruisme en eux, à leur apprendre la négociation, l'échange, l'équilibre entre les forces, on changerait l'humanité. Oui, c'est de l'utopie, non? C'est complètement utopique, mais sans utopie, il n'y a pas d'homme. Pour moi, vous savez, l'être humain, c'est une cible. Il faut que ça existe. Et c'est à nous de le faire exister. Donc vous êtes parfaitement, vous avez confiance dans l'homme en fait. Vous n'arrivez pas à être pessimiste et à vous dire... Je peux être scandalisé, je peux être déprimé, je peux être violemment déçu, mais je ne désespère pas de l'humanité parce que l'humanité c'est nous. Vous avez choisi Francis Huster, mais ça c'est votre acteur fétiche. Hein. Oui, oui. Steve Suissa, c'est aussi votre metteur en scène fétiche. Bah, c'est des grandes rencontres. Oui, je sais, et puis vous devenez un trio. Oui. Voilà. Et alors pourquoi Jean-Claude Dreyfus, c'est un petit peu plus inattendu? Je veux bien l'adopter. C'est un acteur immense, qui a une présence ahurissante, qui a une bonté sous ce physique d'ogre, qui est complètement bouleversante. D'ailleurs, quand on le connaît, c'est un être fragile, exquis, profondément humain. S'il pouvait faire partie de la famille, en tout cas, il vient faire un tour dans la famille. S'il veut y rester, on l'adopte. Bon, bah écoutez, on viendra voir. Donc c'est à partir du 30 janvier, la trahison d'Einstein, au Théâtre Rive Gauche. Au Théâtre Rive Gauche, avec aussi Dan Ensberg, et donc mise en scène par, oui, j'allais dire mon alter ego, ou à moins que ce soit moi qui se passe en alter ego, Steve Sussa. D'accord, merci.